in the canyon, that's where I long to be, with my three good companions, just my rifle, pony and me. Microciné, bonjour ou bonsoir, ça va dépendre de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette nouvelle émission. Nous continuons d'explorer La Dernière Reine, le film Dernière Reine, film réalisé par Damien Onouri et Adila Bendimerad, un film qui sort, je rappelle, le 19 avril en France sur nos écrans, et j'espère qu'un jour ce film sera aussi montré en Algérie. Ça aurait été mieux d'ailleurs qu'il soit d'abord montré en Algérie puis ensuite ailleurs, mais c'est comme ça. Donc, je suis très content aujourd'hui parce que je disais ça avec mon invité hors caméra, je disais que c'était peut-être certainement la première fois en 20 et quelques années de petite carrière que je vais questionner ce genre d'aspect d'un film, c'est-à-dire la direction artistique, la décoration, comme on dit. Et pour cela, il faut savoir que le film, dans le générique, décore de points Firiel Gasmi Issiakem, qui n'est pas que décoratrice, voilà, on va en parler de ça aussi. Et je suis très content de dialoguer avec cette personne en sachant qu'on se connaît un peu, mais qu'on ne s'est jamais croisé, mais ça me fait quand même plaisir. Donc, première question godardienne que je pose à tous mes invités, et on se tutoie. Comment vas-tu ? Merci Samir, moi ça va très bien. Merci pour cette belle opportunité de parler d'une direction artistique de décor dans le cinéma, spécifiquement dans le cinéma algérien, et je pense qu'on n'en parle pas assez. Et moi, ça va. Et bon, là, je suis ravie de converser justement avec toi sur cet aspect assez méconnu. Et peut-être que ma discussion sera complètement différente des spécialistes, des grands cinéastes ou des spécialistes comme toi qui nous donnent beaucoup de choses à voir et à connaître dans le domaine de cinéma. Parce que j'avoue que moi, ma culture cinématographique par rapport à tout ce que je vois et tout ce que je vois sur Microciné vraiment est très petite, on va dire. Et je suis très contente, vraiment. Merci beaucoup. Alors, il y a une chose sur laquelle il faut absolument qu'on précise. J'ai un petit peu commencé au début de cette émission, mais je vais te poser une question extrêmement provocatrice. Je sais exactement qui tu es, mais j'ai envie de te demander, là, comme ça, tu n'es pas que directrice artistique, donc d'où viens-tu exactement ? Non, je ne suis pas. Je suis nouvellement directrice artistique des décors. Au contraire, je veux dire, je fais mes premiers pas dans ce domaine-là avec beaucoup de plaisir. Mais en même temps, voilà, d'où je viens, je suis j'ai deux profils. Je suis architecte et designer de formation. Je suis une personne, disons, qui touche à tout. J'aime pas le mot multitâche parce qu'en fait, on a l'impression qu'on se perd dans tout ce qu'on fait. Mais je pense que le domaine de l'architecture et du design est une formation tellement rigoureuse qui m'a permis justement de m'ouvrir à ce genre d'expérience comme le cinéma. Et je sais aussi par recherche et par propre tout l'intérêt que je porte à cette formation-là et à ce cursus-là, qu'une bonne partie des grands chefs déco sont justement d'origine qui viennent justement du domaine de l'architecture et du design, tout simplement parce que cela ne m'étonne pas puisque c'est une activité très rigoureuse en soi et qui a l'air de matcher en fait comme ça, et j'ai pu vraiment le découvrir à mes dépens dans cette expérience-là. Et cette expérience justement de la direction artistique de décor du film de Damien Onouri et Adila Bendimerad, La Dernière Reine. Alors voilà, donc toute ma vie, et je le fais toujours, j'ai mon studio qui est FGI Design et je suis aussi curatrice, commissaire de biennale de design, j'organise énormément de choses, je milite aussi pour la reconnaissance en tant que pilier socio-économique du design en Algérie. Je m'intéresse beaucoup à la question, entre parenthèses, ce que l'on nomme naturellement en France les arts
arts déco. Et voilà, les arts déco en Algérie, dans son aspect très historiographique, m'intéresse énormément, c'est-à-dire dans la question patrimoniale et toutes ces choses-là qui aident justement, qui m'aident à construire en tout cas une identité propre, en tout cas à la formation que j'ai eue, et je peux aujourd'hui dire que dans cette expérience justement du film que l'on va aborder essentiellement aujourd'hui, justement cet aspect art et déco patrimoniaux est peut-être été pour moi le fil conducteur et qui m'a beaucoup aidé justement dans la question de comment, je veux dire, assumer cette mission de direction artistique du film. Donc pour moi, il n'y a pas eu de rupture entre ma formation initiale et justement cet aspect de la direction des décors. Donc il y a comme ça une continuité lorsque Damien a dit, c'est ça. Ah bah, oui, tout à fait. Moi, je n'ai pas ressenti une rupture dans l'organisation même du projet de cette direction-là, parce que autant en architecture, en design, on dirige des équipes, des projets, on planifie tout doit être rigoureux, autant dans la direction artistique, justement, des décors, c'est exactement le même processus qui se met en place, sauf que c'est beaucoup plus intense, c'est beaucoup plus, on n'est pas dans le domaine, si vous voulez, dans un projet d'architecture et de design, ça peut prendre des années ou des mois. Mais là, quand on est dans un processus de fabrication d'un film, c'est beaucoup plus serré en termes de délai, et donc c'est beaucoup plus, beaucoup plus physique et mental, tout ce qu'on peut vivre justement pendant cette période-là, c'est très dur. Et je l'ai découvert à mes dépens pendant cette expérience-là. Et c'est, à mon avis, une chose qui m'a beaucoup aidé à comprendre justement tous ces coulisses de production de cinéma, comment ça fonctionne. Et j'ai pu, par rapport à ma formation initiale, découvrir aussi que c'était beaucoup plus, ça ressemblait presque à, un rythme presque militaire par rapport justement à la gestion de projets d'architecture ou de design, justement. Alors, ça, c'est intéressant. C'était pas du tout prévu dans le conducteur, parce qu'il y avait un tout petit conducteur que j'ai envoyé, mais bon, c'était dit qu'on va digresser. Mais ça, c'est intéressant parce que c'est la notion de temps. Et là, je vais pas être factuel, je vais être un peu dans la supputation. Connaissant un peu la manière qu'ont Adila et Damien de réfléchir, pour les avoir déjà interviewés, ils prennent toujours le temps de réfléchir sur la question, et puis aussi leur manière qu'ils ont d'avaler le quotidien pour pouvoir ensuite créer. Alors Adila dans le jeu, mais aussi dans la production, Damien dans la mise en scène, et là aujourd'hui c'est plutôt les deux dans la mise en scène. Mais donc la notion de temps chez eux, c'est un aspect important. Est-ce que tu as eu, toi, la possibilité, même si tu as un peu répondu, mais tiens, ça m'intéresserait que tu développes ça, la possibilité d'avoir le temps nécessaire à la réflexion pour pouvoir pleinement développer la direction artistique du film. Eh ben oui, c'est vrai ce que tu dis, mais faut dire qu'un film comme ça, c'est tellement colossal en termes de recherche que je pense que tu as décrit Damien et Adila par rapport à une description qu'il est décrit parfaitement. Mais en même temps, moi, j'ai découvert autre chose pendant ce film, c'est que il y a une sorte de binôme comme ça qui se sont construits naturellement, c'est-à-dire au-delà de la mise en scène pour Damien Oumori ou le scénario, la partie, toute la réflexion du film qui s'est faite avec tout ce temps qu'ils ont pris sur plusieurs années. Mais en tout cas, au moment où les dés ont été lancés pour le démarrage, en tout cas pendant la production, il y a eu ces deux binômes où Damien était avec moi dans tout ce qui est aspect décor du film et Adila dans l'aspect costume avec Jean-Marc Myrté. Donc, alors, ces deux personnes-là sont très, très au courant
de toute la question patrimoniale. C'est étonnant parce que en tout cas, ça a beaucoup fluidifié le travail et ça a beaucoup facilité le travail parce que il est très important, en tout cas moi, comment je l'ai vécu avec Damien, puisque je travaille beaucoup plus avec Damien sur la question des décors et tout ce qu'il attendait, en tout cas, de voir, en tout cas pour son film. C'était justement, il avait tout en tête, en fait. Il avait tout en tête, il avait des images très claires de ce qu'il voulait. Il avait un peu, comment dire, donné un peu comment dire, le mode d'emploi au départ sur lequel on devait travailler. Donc ça avait vraiment facilité la chose. Autre chose, c'est que pour un film comme celui-ci, on a eu cette chance d'avoir la crise du Covid au milieu, qui a duré quand même 2 ans. Ouais. Et qui a été, je veux dire, presque salvateur pour le film, en tout cas pour tout ce qui est décor. Parce que c'est vrai que pour le premier coup de manivelle avant la crise du Covid, où on se sentait prêt, finalement, on avait démarré, on s'est aperçu avec le temps que c'était vraiment, voilà, je veux dire, avec du recul, je pense que Damien et Adila te le diront aussi, ça ne pouvait pas mieux tomber parce que ça nous a permis de prendre encore le temps qui nous a manqué au départ pour justement aller plus dans le détail, revoir même certaines choses parce que finalement, cette première expérience, on avait quand même déjà monté quelques décors, on était prêts à tourner, tout ça. Et on s'était aperçu qu'il manquait des choses quand même, des choses minimes, mais je veux dire, en regardant certaines images, on s'apercevait que voilà, il y avait des pièces qui manquaient, il y avait des choses qui fonctionnaient pas, il y avait énormément de choses sur lesquelles on a dû être moins regardant. Et il faut dire aussi que ce qui a été le plus difficile dans ce film, c'est toutes les recherches historiographiques, on en parlera un peu plus tard. Et je pense que c'est cette période qui a été la plus longue. On a passé énormément de temps, Damien et moi, à faire des recherches sur des livres, des bouquins, à visiter des musées, à comparer des objets, à faire des choses comme ça qui ont été pratiquement le point de départ avant toute construction, proposition de décor ou de retranscrire en tout cas tout ce qui est attendu par rapport à la lecture du script initial. Et le rapport à ce temps-là, on le revoit, je pense qu'on le voit, il est assez visible aujourd'hui sur le film lorsqu'on le voit. C'est un peu toutes ces questions qui ont été difficiles à résoudre, c'est-à-dire comment avoir le temps nécessaire dans les ateliers de production pour produire des choses qui ne soient pas fake, en tout cas à l'image. Donc on a eu beaucoup de moi j'étais un peu intransigeante sur le point suivant. Pas de fake en fait, beaucoup de choses réelles, et donc on a dû composer avec beaucoup de choses, avec notamment des objets d'une beauté rare. Même Damien a dû aussi piocher dans son porte-monnaie pour acheter même des pièces qu'il allait présenter dans les accessoires de jeu et de décor. Et je pense que c'est cette question-là qui nous a manqué, qu'on a pu, en tout cas, mettre à profit pendant cette période du Covid. Ça nous a beaucoup aidé, honnêtement. Quand ils sont venus te présenter le projet, comment ils te l'ont présenté? Et toi, quand tu as commencé à travailler sur la direction artistique, excuse-moi, quels ont été, sur quoi ont porté tes premières recherches? Écoute, alors, d'abord, le projet en lui-même, disons comme, Damien et Adila sont des amis de longue date,
Et lorsque nous nous rencontrons, comme ça, nous parlons de nos projets respectifs, sur quoi on travaille et tout ça. Et lorsque Damien et Adila m'annoncent qu'ils travaillaient justement sur Zafira, donc cette légende qui est complètement assumée. Bon, la première chose qui m'a un peu... Bon, ça ne m'étonne pas d'eux, parce que je sais que Damien et Adila sont deux personnages qui aiment aller justement dans les routes sinueuses de là où on les attend pas. Et en fait, ça m'a un peu inquiétée au départ, parce que je savais que c'était un sujet très controversé en Algérie, déjà. Je pense que tous les Algérois, ou en tout cas, et beaucoup d'Algériens connaissent la légende de Zafira. Et je pense que ce qui m'a intéressée, c'était le point de vue, comment dire, au point de vue du récit du scénario qui m'a le plus plu, c'est le côté un peu féministe du film. Donc c'est vraiment un film pour les femmes, au sujet des femmes de cette période médiévale d'Alger. Dans un environnement très patriarcal, et c'est cette idée qui m'avait séduite le plus. Ensuite, bon, la question de Zafira en elle-même, je pense qu'eux-mêmes l'ont assumée en tant que légende. Je pense que ça a été un peu le point de départ pour raconter autre chose dans une certaine, comment dire, d'un point de vue très contemporain. En fait, c'est cela. En tout cas, je veux dire, moi qui redécouvre le film alors que j'ai assisté donc pratiquement à toute la fabrication de A à Z, je le redécouvre et je reconfirme aujourd'hui que c'est vraiment un film très, très porté sur la question du féminisme et du combat des femmes et de la question justement de la situation, je veux dire, de ce rapport de force qui est très, très présent entre justement les hommes, les tribus, les femmes dans leurs intérieurs. Et c'est des choses que le cinéma algérien n'a pas totalement, en tout cas, mis en avant, principalement justement sur cette période. Et c'est de cette manière que moi, j'ai abordé aussi la direction artistique des décors. Indirectement, j'avais toujours un mécanisme, ce n'est pas un mécanisme inconscient, mais j'en étais vraiment... comment dire, assez engagée par rapport à ça. Et je crois que ça m'a beaucoup aidée pour mettre en valeur justement ces décors-là par rapport justement à la reine Zafira, à la reine Chega, à toutes les femmes qui évoluaient autour d'elle, à tous ces hommes qui rentraient et qui sortaient, et tout, et voilà, et tous les gentils, tous les méchants, et tout ça qui évoluait tout autour. Et puis j'ai perdu le fil parce que tu m'avais posé une autre question. Bah, c'était quelles ont été tes premières recherches d'après les informations que t'ont donné Adila. Alors non, c'est fou. Alors dans ce film-là, on cherche tout. On cherche tout, le moindre petit détail qui peut nous renseigner. Alors, il faut bien comprendre qu'en termes de documents de l'époque, il n'y avait pas grand-chose. Il n'y avait pas grand-chose, il n'y a pas grand-chose. Vraiment, il a fallu lire énormément de thèses de doctorants sur cette période, des récits de captifs de l'époque, justement parce que ce qui m'intéressait le plus, puisqu'on était dans une époque assez charnière, parce que bon, 1516, c'est l'arrivée des Ottomans et donc la pression des Espagnols sur le Peñón d'Alger. Et donc, ce qui m'intéressait, moi, c'est ce qu'il y avait avant l'arrivée des Ottomans. Ouais. Parce que là, dans le film, on est dans voilà, cette période charnière. Donc, comment faire vivre alors bon, ce qui est important, c'est que on a eu la chance quand même incroyable de faire vivre des palais et des sites dits patrimoine protégé, dans lequel nous avons pu quand même je veux dire, dans notre imaginaire collectif en Algérie, voilà, on a des musées, on a des objets qui sont présentés comme ayant appartenu à, et de l'autre côté, on a des palais complètement vides, qui sont très très beaux, qui sont très très, je veux dire, avec tous leurs éléments architectoniques, mais voilà, ça renseigne pas plus
sur le vécu, les us et coutumes justement de ces cités médiévales ou des intérieurs de ces palais-là. Et donc, pour recoller un peu tout ça, il a fallu repartir très loin et aller chercher un peu toutes les références justement d'avant 1516, c'est-à-dire avec toutes les occupations qu'a connues Alger, c'est-à-dire Alger la phénicienne, Alger la berbère, Alger l'arabe, Alger l'andalouse, et c'est toutes ces choses-là qui ont aidé Alger la romaine. Voilà, c'est toutes ces choses-là qu'on a voulu un peu remettre comme espèce de comment dire, de fil conducteur. Ça a été un fil conducteur, mais aussi c'est comme une fresque visuelle, et non pas seulement esthétique, mais en même temps qui raconte réellement les véritables choses et comment donner vie justement à ces intérieurs-là. Donc on est parti sur des questions si bêtes comme aussi la cuisine de cette époque, les recettes de cuisine de cette époque, les textiles de cette époque, les lectures sociologiques de cette époque par rapport justement, on s'attelait à la moindre description dans des textes de longueur incroyable, donc on a beaucoup lu, très peu illustré malheureusement, mais donc avec toutes ces bribes d'informations, on s'est amusé à reconstituer ce grand puzzle finalement pour proposer avec beaucoup de modestie justement ce que l'on voit dans ce film-là. Par exemple, au tout début du film, si je me trompe pas, le film s'ouvre sur, j'allais dire Adila, Zafira, donc jouée par Adila, entourée de, exactement, et elle est en train de manger quelque chose, je crois que c'est de la glace. Voilà. Alors bon, pour la petite anecdote, ça c'est la recette de Adila, hein, d'accord, et qui a Adila aussi cherché tous ces détails avec nous, parce que bien évidemment dans ce genre de film, même quand on est dans une direction artistique et même quand on est chef costumier, on est enseveli par une tonne d'informations qu'on doit justement générer en fabrication d'objets, tout ça. Et de manière continue, on avait voilà ces petites histoires de recettes qui arrivaient de Adila, des détails de transparence de textile qui venaient de Damien, parce qu'en fait, on avait ces différents désirs de mise en scène par les réalisateurs et les scénaristes eux-mêmes. Donc, c'est vraiment leur projet qu'ils visualisaient très bien. Et donc, cette histoire de scénario où la reine Zafira croque dans de la glace, c'était tout simplement un bloc de neige qu'à l'époque on mangeait avec des petites graines de comment on appelle ça, de grenade. Voilà, c'est des recettes qu'on retrouvait, qu'elle mangeait à l'époque. On pouvait pas proposer, je veux dire, et puis voilà, il y avait tous les gâteaux. Alors, il y avait plein de détails vraiment pratiquement parfois pas visibles à l'écran. Mais voilà, l'idée de mettre certains gâteaux, ces gâteaux-là, on a dû faire des recherches qui existaient vraiment avant 1516 au niveau d'Alger, de la cité, de la Casbah et de ses alentours. Et donc, il y avait ces influences de Zafira qui est issue de Meliana aussi, qui parlait justement de cette envie de manger de la glace dans cette séquence précisément. Les informations que tu évoques, pardon, les textes, toutes ces informations, tous ces types d'informations, vous les avez cherchées et trouvées majoritairement en Algérie, ou il a fallu aussi un petit peu voir ailleurs, hein? Ah oui, non, pas qu'en Algérie, c'est pas possible. Non, on a vu, je veux dire, on a tous cherché, je veux dire, au cours de nos voyages, spécialement en France, par exemple dans la Bibliothèque nationale de France, moi j'ai retrouvé pas mal de ressources, mais ça reste des petites descriptions. Mais en même temps, même avec, je faisais beaucoup plus confiance à des thèses de doctorat qui étaient beaucoup plus, beaucoup plus appuyées sur une bibliographie qui avait l'air plus cohérente. Et en même temps, on avait aussi cet aspect où on faisait très attention, où il fallait être très vigilant, même dans certaines descriptions de l'époque.
Je veux dire, par exemple, quand on devait, par exemple, redessiner la carte d'Alger telle qu'elle a été, donc le fameux triangle de la Casbah de 1516. Enfin, une séquence dans le film où on la voit comme ça entre Haroun et le roi Salim Toumi et tout ça. Et donc, avec toutes les cartes d'Alger qu'on a pu trouver et qui circulaient, c'était, voilà, il y a énormément d'aberrations avec des clochers d'église. Et puis, on voyait bien que c'était des voyageurs. C'était vraiment une vision très, très européenne, en tout cas de la représentation graphique d'Alger. Donc, il a fallu aussi rechercher vraiment des cartes très, très épurées où il n'y avait pas trop de représentation justement de ces histoires justement de clochers, de murailles un peu à l'époque baroque, quoi, et qui ressemblait pas vraiment à la culture de la enfin de l'aspect architectural de la Casbah. Et donc, on a dû redessiner notre propre carte à travers aussi nos lectures. Et donc, c'est pour ça que je parle souvent de puzzle, parce que ça nous a beaucoup aidé à retravailler justement toutes ces pièces graphiques. C'est très très vague parce qu'on a dû retravailler aussi les étendards aussi des différentes tribus algéroises. On a dû chercher longtemps justement comment représenter les armureries des différentes tribus berbères qu'on a réalisé en atelier de décor et qui devaient être plus ou moins différents et assez reconnaissables au niveau de l'écran. Et tout ça, c'est un travail qui a été très fastidieux et c'est un travail, comme je le dis souvent, qui a été vraiment très collectif avec ces deux binômes, Damien et moi, et Radila et Jean-Marc Nerté. Voilà. Quand on questionne, c'est ce que je te disais hors caméra, quand on crée quoi que ce soit, même quand cette création prend comme base une période révolue, il y a toujours quand même une résonance avec ce que nous sommes aujourd'hui, ce que nous sommes devenus. Donc ça, la dernière reine dit des choses aussi de la société, peut-être algérienne, mais je crois aussi peut-être certainement universelle aussi. Mais toi, quand tu travailles l'aspect artistique, l'aspect de la direction artistique, quand tu redécouvres des choses, ou quand tu découvres, ou quand tu mets en place tout ça, il y a aussi derrière tout ça quelque chose aussi d'aujourd'hui. Alors, petit 1, j'imagine que ça doit être passionnant pour toi de dialoguer avec une ville qui n'existe pratiquement plus, déjà. Oui. Voilà. Et parce que Alger, ce que nous savons d'Alger, enfin, ce que nous connaissons d'Alger d'aujourd'hui, c'était pas l'Alger du XVIe siècle. Donc ça, c'est aussi intéressant. Et ça va être intéressant pour toi aussi, même si tu connaissais déjà. Et puis surtout, le présent dans tout ça, comment tu peux, quelle serait la connexion avec le présent dans tes recherches et dans ce que tu as fait par rapport au film? Eh bien, alors, ce qui est intéressant, c'est par rapport à tous nos repérages qu'on avait effectués en amont du film et de la préparation des décors. Il y a beaucoup de représentations, un peu comme un jeu caché dans les décors. Pour ceux qui arriveront à le découvrir, c'est bien. Et notamment, par exemple, dans le bien vivre, dans la question du bien vivre ensemble des différentes communautés ethniques et religieuses de l'époque, parce qu'à ce jour encore, on arrive à retrouver dans certaines ruelles de la Casbah, avec beaucoup de satisfaction, ça n'a pas été enlevé, par exemple des maisons avec la représentation par exemple de l'étoile de David, du croissant musulman et de la croix chrétienne, et qui sont encore à ce jour visibles dans dans les méandres de la Casbah, notamment j'ai retrouvé ça au-dessus sur une partie de l'ancien quartier juif de la Casbah. Et c'était des idées comme ça qui m'ont un peu permis de pouvoir représenter ça justement sur des pièces de décor du film. Et c'est cette résonance-là, en tout cas, qui m'a le plus séduite de cette période-là, parce que il est clair que toutes ces communautés vivaient ensemble. D'ailleurs, même que
dans le choix des décors et des pièces de jeu, enfin des accessoires de jeu et de déco. Dans nos différentes lectures, il y avait toutes ces descriptions qui disaient, bon, par exemple, tel objet appartenait aux familles juives, tel objet appartenait aux notables algérois, tel objet appartenait. Et donc ça nous a beaucoup aidé justement à défricher ça et puis pouvoir représenter justement cet aspect-là, justement, qu'on a tendance de plus en plus à perdre, qui est une notion quand même de paix assez universelle qui m'avait qui m'avait beaucoup plu. Parce que dans un film comme celui-ci, au-delà de la question du féminisme et de la place prépondérante du combat des femmes et dans un silence assourdissant par rapport à l'histoire, en tout cas, puisqu'on n'en parle pas réellement, on commence à parler des conquérants des femmes à partir de Fatma Soumer ou c'est-à-dire bien après, donc c'est un âge assez... Et encore, comment on en parle aussi. Mais ça, c'est absolument. C'est autre chose. Et donc, c'est comme si qu'il y a eu un effacement total de ces femmes-là, de cette période-là. Je pense aussi, en même temps, je ne pense pas que c'était voulu parce que c'est une période assez tumultueuse au niveau de l'histoire. Et en même temps, la caractéristique principale des Algériens et des Algérois de la période médiévale était beaucoup plus orale. Donc, je pense pas qu'à cette époque, il y ait beaucoup de gens qui se sont mis à écrire, tenir des journaux, un journal quotidien, à décrire un peu tout ce qui se passait dans les rues, dans les intérieurs et tout ça. Et donc, tout en sortant je veux dire, dans ce film-là aussi, il y avait aussi ce désir de sortir de l'aspect, orientalisant des intérieurs là. Parce que à prime abord, lorsqu'on regarde les images, en tout cas dans les décors, par exemple, je pense notamment à la chambre de Zafira, qui était l'un des décors principaux, en tout cas à travailler, qui a été tourné avec beaucoup de grande satisfaction dans un monument exceptionnel qui date vraiment de l'an 680, je crois, qui était la mosquée du Méchoir du Tlemcen, avec une hauteur sous plafond de 8 mètres de haut et avec une profondeur de champ au moins de 24 mètres. Donc c'est vraiment un espace qu'il fallait absolument structurer pour qu'il y ait vraiment différentes que chaque élément, c'est-à-dire la chambre, la salle de bain, l'espace salon prenne place en donnant un maximum justement d'espace vide. Parce qu'en fait, le vide dans l'espace justement de ces décors-là était très important. Et l'idée, surtout, ce n'est pas de travailler dans l'accumulation des objets. Ça ne servait à rien parce que c'est là où on tombait dans le cliché de l'image orientale. Et donc l'idée de garder cet aspect assez presque avec ces grandes voûtes, ces encorbellements d'arcs et tout ça, j'avais aussi cette idée de garder une apparence presque d'art antique en fait. Voilà, c'est un peu mon point de démarrage, en tout cas visuel. J'avais besoin de ça avec Damien et Adila, bien évidemment. On avait besoin de montrer ça à l'image et de faire évoluer les personnages sans pour autant qu'ils soient comme ça, comme espèce qu'il y ait assez de recul justement entre les décors et le jeu des comédiens qui devait être, lui, pratiquement être complètement plus qu'essentiel par rapport à tout le reste. Tu l'évoquais, enfin tu le disais, t'en parlais au niveau de l'architecture. Il faut quand même préciser. Je vais poser une question très naïve. Ça a été tourné en studio ce film ou pas? Bah non, avec beaucoup de plaisir. Ah non, mais voilà, la
la grande joie qu'on a eue, et vraiment on a eu, je pense qu'on a eu beaucoup de chance du coup pour ce film-là, parce que je pense qu'on n'aurait jamais eu autant de belles, je veux dire au niveau de la direction photographie avec Shadi Chaben et la mise en scène, on n'aurait jamais eu ce résultat. C'est d'une esthétique, je veux dire tellement pure, que après, je veux dire même, voilà, le travail de la déco a été presque en jeu. À un moment donné, autant ça a été très violent et difficile au début, et autant quand on commençait vraiment à monter les décors, c'est-à-dire tout ce qui est accessoirisé, tout ça, ça a été jubilatoire pratiquement, parce que vraiment on a tourné dans des lieux incroyables. Là, on a eu, je veux dire, mais bon, on a tourné quand même dans beaucoup de décors et beaucoup de sous-décors, de manière comme ça très sans être dans le détail. Je crois qu'on a dépassé les 25 décors et plus de 70 sous-décors quand même. Hein. Donc au niveau de la masse de travail, c'était pas mal. Hein, et on a bossé énormément là-dessus, et je pense que toutes les équipes ont travaillé dans la même intensité. Hein. Mais je crois que c'était tout l'engouement qui nourrissait toute l'équipe, qui nous a tous nourris ensemble pour que ça fonctionne en fait. Enfin, j'espère que voilà, pour que le spectateur puisse dire que ça a fonctionné. J'espère. Bon, les premiers retours sont plus ou moins sympas, mais en tout cas, le premier challenge qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que on est arrivé quand même à insuffler de la vie à des sites historiques complètement figés pendant plusieurs années. Et je pense que proposer comme ça transformer ces espaces-là en lieu de vie à un spectateur, je pense que ça exacerbe encore plus son imaginaire, et ça propose une autre lecture en fait de ces lieux, beaucoup pour les plus feignants en tout cas, qui n'arrivent pas à s'imaginer concrètement. Ça leur donne en tout cas des choses à voir, à se dire que bon, ah oui, ça se passait peut-être comme ça, c'est pas mal, voilà. Bon, et après, bien sûr, toutes les critiques sont les bienvenues aussi, parce que c'est un vrai challenge ce film en soi, voilà. Mais toi, t'en sors comment de tout ça, de cette c'est une de tes premières expériences dans le cinéma, qui plus est un film d'époque, et en même temps ça veut rien dire parce que ça parle de notre époque, donc on va dire un film oui, ouais, qui parle d'une, voilà. Et en plus, alors il faut préciser quand même à celles et ceux qui connaissent pas forcément ce qui se passe en Algérie cinématographiquement, il faut savoir que très peu de films ont questionné cette période-là, qui plus est en plus autour d'un personnage dont certains disent elle a existé, d'autres pas du tout. Et donc ça, c'est encore plus intéressant, déjà d'une. Et puis, il faut savoir, c'est que c'est vrai que lorsque j'ai découvert le film, je suis toujours aussi étonné par... tu sais, on dit souvent, oui, l'Algérie, c'est un studio de cinéma à ciel ouvert, mais je suis toujours aussi étonné parce que j'ai toujours cette impression que ça n'a pas été encore vraiment bien exploité. C'est pour ça qu'on est toujours très surpris. Mais toi, après ce film, comment on en sort de ça? Ah ben on en sort grandi, hein. On en sort grandi. Comme je le disais au début, c'est que c'est une expérience très, très importante, en tout cas dans ma vie. Je dis pas professionnelle, non, mais en tout cas d'un point de vue très artistique. Hein. C'est quelque chose qui m'a un peu démontré aussi que voilà, je disais tout à l'heure que c'est un rythme très très rigoureux, le cinéma, notamment justement en question de décor, de montage de décor, parce que même si c'est un studio à ciel ouvert, voilà, tous ces décors là, je voudrais dire aussi que ces lieux de tournage et ce repérage ont été aussi sollicités par les réalisateurs dès le départ. Ils voulaient tourner dans ces lieux-là. Et moi,
je veux dire, quand j'ai vu tous ces lieux comme ça, toutes ces plages, tous ces palais, toutes ces mosquées, toutes ces ruines romaines, ces forêts dans lesquelles on devait monter successivement, presque journalièrement, je veux dire, des décors et des sous-décors, je m'étais dit, mais on n'y arrivera jamais. Mais en réalité, je crois que ce film-là m'a appris justement comment gérer un programme et gérer un projet, je veux dire, en temps très court et avec pas beaucoup de moyens. Et j'aime pas dire beaucoup de volonté, parce que c'est vrai que toute l'équipe d'éco était hyper à fond dans ce projet-là, aussi avec moi, parce que on leur rend un grand hommage aussi, parce que ils n'ont pas compté les heures ni les off. On a beaucoup travaillé aussi. Et cette expérience-là, moi, ce que je souhaiterais en tout cas, c'est que réellement ces sites-là dont on parle, ces grands studios à ciel ouvert, devraient quand même être donnés aux cinéastes de plus en plus dans n'importe quel projet, même s'il ne s'agit pas de projet d'époque. Mais voilà, nos autorités devraient lâcher du lest par rapport à ça. Parce que je crois que aussi c'est une manière, à travers les films, indirectement, je veux dire, de faire un peu, j'aime pas utiliser cette expression, mais un peu faire du soft power aussi à travers le cinéma pour l'Algérie. C'est important. Un film, c'est avant tout censé voyager, être vu un peu partout dans le monde. Et puis, on découvre à travers des arrière-plans de décors et tout ça, des lieux. Et donc, bien évidemment, ça nourrit aussi une certaine économie indirectement pour un pays. Et voilà, je peux pas te décrire un peu tout ce que j'ai ressenti par rapport à ça, mais ça m'a beaucoup, beaucoup grandi, honnêtement. Le film sort, c'est toujours difficile pour moi de dire ce que je vais dire là. Le film sort le 19 avril en France. Il n'est pas encore sorti en Algérie au moment où je vous parle, c'est le 27 mars. C'est pas remuer le couteau dans la plaie, c'est de rappeler quand même constamment des choses illogiques. C'est un film, pour le coup, extrêmement algérien, dans tous les sens du terme. Il n'a pas été encore montré au public algérien. C'est dommage. J'espère qu'il le sera très vite. Mais en tout cas, en attendant, il fait la tournée. Il est un peu partout, pas qu'en France, et il est toujours très bien reçu. Et je peux vous assurer que c'est très bizarre. Le film, pour l'instant, il sort en France le 19 avril. Ferial Gasmi Siakem, directrice artistique du film, était là pour nous en parler. Et c'était vraiment un plaisir de dialoguer avec toi autour de ce film. Et puis j'espère à très vite, en tout cas. Merci beaucoup. Et bon, pour la question de la sortie en salle en Algérie, on désespère pas. Et nous, de notre côté, on fait tout pour que ça arrive aussi. Je souhaite à tous les spectateurs du film de bien regarder vraiment le film, je veux dire, de manière avec toute sa subjectivité aussi. C'est le plus important, je pense. Et je te remercie énormément pour cette invitation. Merci beaucoup, Samir, vraiment. Je t'en prie. Générique. Merci à toi. In the canyon, that's where I long to be, with my 3 good companions.